Dans un lointain royaume empli de mystères et de prophéties en tout genre, se mêlaient plusieurs tribus. Les bleus, les rouges et les verts. Ce qui donnait fréquemment lieu à de tumultueuses relations, alternant tour à tour entre alliances, trahison et rivalité. Mais pour la tribu des bleus, calme et tranquillité prévalaient. Il y faisait bon vivre. Depuis une centaine d'années maintenant, le roi de ce peuple, Balok le II, également connu sous le nom du roi médiateur, dirigeait avec justesse et équité l'ensemble de ses sujets. Il était d'ailleurs très proche de ces derniers. De plus, son habileté à maintenir stabilité et équilibre dans ses relations avec les tribus voisines n'était plus à démontrer. Le roi Balok imposait par sa stature et son apparence athlétique. Il mesurait 2,50 m de haut, drapé dans une toge blanche, maintenu par une cordelette dorée soigneusement attachée autour de sa taille. Si le bon sens et le jugement pouvaient se mesurer à la longueur de la barbe, on pourrait dire que le roi Balok avait atteint un haut degré de sagesse, car sa barbe bien fournie lui descendait jusqu'aux genoux. Cependant, outre son titre de souverain, ce qui le distinguait des autres membres de son clan ne provenait certainement pas de la présence du nom des bleus rayonnant autour de lui, épousant et décrivant à la perfection les contours de son corps. Non, cette caractéristique était commune à tous les membres de la tribu. Par ailleurs, elle servait principalement de révélateur de l'état émotionnel ou physique de l'individu. De toute évidence, toute tentative de dissimulation de la vérité n'était pas envisageable au sein de la tribu bleue. Néanmoins, une spécificité le différenciait. Et il ne s'agissait pas de la forme ronde et globuleuse de ses yeux, où la couleur de l'iris se confondait avec la pupille. Là encore, ils partageaient tous cet attribut. Ce qui distinguait le roi Balok de ses semblables trouvait son origine dans son dos. Il possédait une quadruple paire d'ailes, striées de bleu, signe de la royauté, là où les autres bleus n'en possédaient qu'une seule. Toutefois, ses années de règne l'avaient épuisé. Il approchait les 160 ans et songeait à se retirer. Mais il savait que cela ne serait possible que lorsque son successeur aurait été désigné. Et n'ayant aucun héritier, il devrait suivre la prophétie et attendre qu'elle se réalise. Chaque jour, il en guettait les signes. D'ailleurs, la prophétie faite par Ashna, la seule à pouvoir interpréter les messages du miroir de la vérité, résonnait encore dans ses oreilles. Lorsque les jumeaux fusionneront et deviendront siamois, de leur éclat jaillira le rayon unique, celui qui transcende les apparences, mettant à nu la vérité, qui accouchera du renouveau, duquel se déploiera un voile bleu comme jamais il n'aura été connu et vu, dévoilant celui qui par son action unifiera toutes les tribus. Il la trouvait énigmatique, mais sentait que derrière cette prophétie serait l'avènement d'un âge nouveau, d'une nouvelle ère, et surtout, la révélation de son successeur. Cependant, l'absence d'informations temporelles le laissait perplexe, au point qu'il en arrivait à se demander s'il ne serait pas forcé de rester au pouvoir pour encore quelques décennies. Il est vrai que son règne était loin d'avoir été un long fleuve tranquille. Il fut riche en expériences et événements incroyables. Ainsi, tout en effectuant son habituelle promenade au sein des rues de la Cité Bleue, il se remémora la naissance d'un de ses sujets et les faits qui avaient accompagné et marqué sa vie jusqu'à aujourd'hui, du moins, tels qu'ils lui avaient été relatés. Il s'agissait de Godfrey, fils de Mara et Ashok. Contrairement aux autres nouveau-nés bleus, les ailes de Godfrey ne s'étaient pas développées. Les savants pensaient que cela se résoudrait dans les semaines suivant sa naissance, mais les mois passèrent, puis les années, et rien. Toujours rien. Ils en vinrent à la conclusion que le garçon avait hérité d'un mal inconnu, et que ce mal était la cause de l'atrophie de ses ailes. Dès lors, son adolescence fut très compliquée. En plus de cette différence, la nature l'avait doté d'un petit corps chétif, frêle, légèrement voûté. Il ne mesurait qu'1,40 m, là où la plupart des jeunes culminaient déjà à 1,80 m pour les plus grands. Comble de son infortune, et comme si cela n'était pas suffisant, cette impression de fragilité se retrouvait également dans sa voix, qui, à son grand désespoir, n'avait toujours pas mué, ne facilitant en rien son quotidien. Il faut dire que parfois les enfants peuvent être très cruels, et cela, Godfrey l'apprit à ses dépens.
Rares étaient ceux qui l'appelaient par son prénom, lui préférant des surnoms tels que l'atrophié, le sans-aile ou bien encore l'aptère. Chaque jour était ponctué de railleries et moqueries en tout genre. Pensant les limiter, il avait préféré cacher sa différence du regard des autres sous une longue cape, espérant ainsi mieux se faire accepter. Or, ces brimades n'allaient que crescendo et atteignirent leur apogée à l'occasion de ses 14 ans. Sûrement l'une de ses expériences les plus douloureuses. Koch, voisin de Godfrey et son aîné de quelques semaines, était son parfait opposé. Extraverti, beau parleur, menteur, manipulateur. La liste semblait sans fin, et accessoirement, son bourreau attitré depuis qu'il était en âge de marcher. Sa popularité auprès des jeunes bleus grandissait presque aussi vite que son ingéniosité à concevoir les plans les plus sournois pouvant nuire à Godfrey. Le fait le plus marquant dans tout cela était l'habileté dont il faisait preuve pour ne jamais être démasqué. Sa capacité à agir dans l'ombre le mettait à l'abri de tout soupçon, du moins, jusqu'à ce que, aveuglé par son orgueil, il ne finisse par commettre un faux pas, et que sa nature profonde soit ainsi révélée aux yeux de tous. L'aube venait à peine de se lever. Koch se dit qu'aujourd'hui serait le moment idéal pour passer à l'action. Pourquoi attendre? Ça y est. Le dernier de ces sinistres plans échafaudés depuis plusieurs jours maintenant était enfin arrivé à maturité. Il savait que Godfrey avait un faible pour la belle Siwak. D'ailleurs, quel jeune garçon de la tribu bleue n'avait pas succombé à son charme? Elle réunissait toutes les qualités, gentille, aimable, bienveillante. Et à bien y réfléchir, elle était sûrement la cause principale de cet acharnement de Koch à l'encontre de Godfrey. Cela en devenait obsessionnel. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi lui qui avait tout, le charme, la force, une belle paire d'ailes, et tout cela associé à une popularité indéniable, notamment auprès des jeunes filles de la tribu bleue, exception faite de Siwak. Et c'est bien là que le bas blessait. Cela le contrariait au plus haut point. Il ne provoquait pas chez elle ce qu'il pouvait constater chez toutes les autres. Cette admiration, cette envie d'être en sa présence. Certes, elle était amicale à son égard, mais elle l'était également vis-à-vis de Godfrey. Attentive, et par-dessus tout, toujours prête à prendre sa défense. Or, juste l'idée qu'il puisse être son égal, ne serait-ce que dans un seul domaine, lui était impossible. Son plan serait d'une cruauté implacable. Se faisant passer pour Siwak, il ferait parvenir une lettre à Godfrey. Tout serait calculé. Le choix des mots, le lieu du rendez-vous, l'heure, tout. Rien ne serait laissé au hasard. Il voulait qu'il soit marquant. Il voulait que ce soit un chef-d'œuvre, il voulait qu'elle n'ait Dieu que pour lui, il voulait tant de choses. Il rédigea le mot suivant. « Oh, mon cher Godfrey, comprends ma timidité. Ouvrir mon cœur sur le sujet qui occupe mon esprit n'est pas chose aisée. J'aimerais pouvoir l'écrire, mais j'ai peur de ta réaction. J'aimerais pouvoir le dire, mais sous certaines conditions. Partageons nos secrets réciproques et créons ainsi un lien de confiance. Si tu es d'accord, rejoins-moi au sommet de l'esplanade des débutants, lorsque l'héliopus affichera 16. Borne-toi les yeux, retire ta cape et attends mon signal pour ôter ton bandeau. À très vite, Siwak. » Bien évidemment, il n'oublia pas de l'asperger d'eau de fleurs de tagmat, une plante qui ne poussait que chez les bleus. Elle était aussi connue sous le nom de la fleur arc-en-ciel, car chacun de ses pétales en reprenait les couleurs. Sa senteur était proche d'un mélange de rose et de jasmin, avec de légères notes d'iris. Une subtile alliance entre élégance et légèreté. Pas étonnant qu'il soit le parfum préféré de Siwak. D'ailleurs, en respirant l'effluve qui s'échappait du bout de papier, il ferma les yeux et eut l'impression qu'elle était à ses côtés. Il sourit. Son plan était proche de la perfection. Il ne restait plus maintenant qu'à délivrer ce mot, et cela sans être vu. Il le mit dans une enveloppe au nom de Godfrey. Profitant de la pénombre, se glissa dans l'entrée de la maison de ce dernier, puis déposa la missive sur le pas de porte. Une bonne chose de faite, se dit-il. Maintenant, il devait passer à la suite. Et tout en affichant un sourire d'autosatisfaction, il rigola fortement, visualisant déjà l'issue finale de son sombre projet. Godfrey, de son côté, était à 1000 lieues d'imaginer ce qu'allait lui réserver cette journée. Il ouvrit les yeux sur un ciel d'un bleu immaculé. Il régnait une atmosphère douce et agréable. Les soleils jumeaux commençaient à peine leur course opposée. Comme à son habitude, il profita du calme matinal pour effectuer sa marche quotidienne.
notamment afin d'éviter toute rencontre désagréable, et en sortant, il vit cette enveloppe avec son nom dessus. Cela l'interpella. Qui pouvait bien lui écrire? Sûrement une lettre d'insulte. Comment aurait-il pu en être autrement? Toutefois, l'odeur qui s'en dégageait lui semblait familière, et lorsqu'il l'ouvrit, elle vint s'associer à une image. Siwak. Comment cela pouvait être possible? Il devait s'agir d'une mauvaise blague. Pourquoi agirait-elle comme ça? Elle si bienveillante, elle qui prenait sa défense en toutes circonstances. Au fur et à mesure de la lecture, ses doutes sur l'auteur s'estompèrent. Néanmoins, des interrogations subsistaient. Pourquoi l'esplanade des débutants? Ce lieu, il en connaissait la signification. C'était le rendez-vous des amoureux. Au-delà du fait qu'il s'agissait également de l'endroit où l'on venait s'essayer à l'apprentissage de ses premières tentatives d'envol. Tout habitant de la tribu bleue s'était au moins une fois dans sa vie confronté à l'épreuve de l'esplanade. Une plateforme de 3 mètres de hauteur, accessible uniquement depuis une échelle, à la base de laquelle était disposé un amas de tiges fines, semblable à de la paille, censé prévenir tout risque de chute lors de tentatives d'envol depuis son sommet. Enfin, tout habitant de la tribu bleue, sauf lui. S'il n'y avait pas cette double signification dans le choix du lieu, il aurait pu le prendre personnellement. Et cette pensée le rassura. Il leva les yeux en direction de l'Héliopus, une grande tour autour de laquelle était architecturé l'ensemble des bâtiments de la cité, au sommet de laquelle trônait le miroir de la vérité, un cercle métallique creux au milieu duquel flottait un second, réalisé à partir de ce qui en apparence semblait être du verre, qui par une ingénieuse technologie que seuls les bleus maîtrisaient, permettait cet exploit. C'est alors qu'il vit qu'elle affichait 7, rien de pressé. Il lui restait encore suffisamment de temps pour se préparer à ce rendez-vous. Malgré tout, la dernière partie du mot l'intriguait. Cet échange de secrets tout d'abord. Et pourquoi toute cette mise en scène avec le bandeau? Elle n'avait pas non plus précisé le signal. Et puis, Siwak avec un C. Il était persuadé qu'il s'agissait d'un S. Après tout, elle savait mieux que lui. C'était tout de même son prénom. Il sentit une dernière fois la lettre avant de la remettre dans l'enveloppe et reprit son chemin. Une lueur dans le regard qu'on ne lui avait pas connu depuis bien longtemps, pour ne pas dire jamais. Pendant ce temps, Koch était passé à la phase suivante de son horrible plan. Il croisa Dibiero, le salua, tout en le prenant dans ses bras. Puis, lui parla de la pluie et du beau temps pour enfin lui demander « Dis, mon ami, pourrais-tu me prêter ton synapse si tu as assez d'autonomie, que je puisse recharger le mien ? J'ai totalement oublié de le faire avant de sortir et maintenant j'ai urgemment besoin de contacter 1 ou 2 personnes. » Dibiero n'y vit aucune objection. Il mit la main dans sa poche et sentit la présence d'un bout de papier. Tendit son synapse à Koch tout en lisant le message qu'il venait de trouver. « Merci, mon ami, mais pourquoi sembles-tu troublé ? Quel est ce bout de papier ?» Dibiero ne répondit pas et lui tendit. Koch le prit, en fit la lecture à voix haute. « Rendez-vous ce jour à l'esplanade des débutants. Lorsque l'héliopus affichera à 16h30. Règle numéro 1, observe en silence. Règle numéro 2, passe le message à un autre. » Il rajouta. C'est bien étrange. De quoi s'agit-il ? Où l'as-tu ? Dibiero fut le premier surpris de cette découverte. Et cet état de fait pouvait se lire sur son visage. Il était sur le point de répondre lorsqu'un groupe de jeunes arriva à leur niveau. Koch le devança, s'empressant de prendre la parole afin de les interpeller. « Les amis, venez voir ça. Regardez ce que Dibiero a reçu et qu'il m'a montré ensuite. Il n'y a pas de date et ça pourrait très bien être un autre jour. Mais j'irai, par curiosité. Et vous, que comptez-vous faire ?» Le groupe acquiesça. Le mystère autour de ce mot était suffisant pour exciter leur curiosité. Ils s'y rendraient aussi et ne viendraient pas seuls. Si bien qu'en très peu de temps, la quasi-totalité des jeunes bleus avaient connaissance de ce mystérieux rendez-vous. La nouvelle se répandant telle une traînée de poudre. Koch savourait. Le choix de Dibiero n'était pas anodin. Il le savait proche de Godfrey. Même si celui-ci était plutôt discret sur leur amitié, mais rien ne lui échappait. Et le fait que Dibiero, sans le savoir, soit à l'origine de la propagation du message, le mettrait au-dessus de tout soupçon. Il s'auto-congratula, trouvant sa stratégie juste fabuleuse. À l'autre bout de la cité, loin de se douter de ce qui se tramait, tout accaparé qu'il était à la préparation de ce rendez-vous, Godfrey devait se hâter pour ne pas être en retard. Il ne voulait surtout pas la faire attendre. Il était sur le point de s'en aller quand il réalisa qu'il avait oublié l'essentiel, le bandeau. Il fit demi-tour et se saisit du morceau de tissu qui s'en rapprochait le plus. Au moment où il s'apprêtait à quitter la maison familiale, sa mère apparut. Et voyant son visage, elle fut surprise de ce changement d'attitude chez son fils.
Cela faisait longtemps que je ne t'avais pas vu arborer un tel sourire. Peut-on connaître les raisons de cette joie soudaine ? Non pas que cela me déplaise, bien au contraire. Mais attends, j'ai compris. L'Agostine, tu as réussi à finaliser ta machine pour demain. Il rougit et lui répondit. Non, ce n'est pas ça. La machine est quasi prête. Je ferai les derniers réglages à mon retour. Là, j'ai un rendez-vous, mais je peux pas t'en dire plus pour le moment. Faut que j'y aille, je vais être en retard. Sois sans crainte, mère. L'évocation du rendez-vous était loin de rassurer Mara. Elle, mieux que quiconque, était bien placée pour témoigner de toutes les épreuves par lesquelles il avait dû passer. Toutes ces fois où elle avait dû lui remonter le moral, toutes ces fois où elle avait dû réparer son estime, lui redonner confiance en lui, lui faire accepter que oui, il était différent, et que de toutes les manières, il ne pourrait jamais plaire à tout le monde, mais qu'il avait d'autres qualités, et c'est là que résidait sa force. Elle avait fait preuve d'abnégation, réussissant à maintenir un équilibre, et ne voulait surtout pas que tout s'effondre. Elle craignait ses interactions avec les autres. Toutefois, elle savait qu'il devrait s'y confronter, elle ne pourrait pas le protéger éternellement. Il devait faire ses expériences, grandir, devenir un homme, et l'Agostine allait accélérer ce processus. Très bien, mon fils. Pense à prendre ton synapse avec toi, s'il te plaît. Je t'aime. Toujours, mère. Je t'aime aussi. Godfrey prit alors la direction de l'esplanade. Il jeta un œil à l'héliopus, 15h45, il était dans les temps. Mara le regarda s'éloigner, puis s'écria. « Godfrey ! Tu es beau, mon fils. » Il se retourna et lui adressa un sourire. Chemin faisant, il sortit à nouveau le mot de sa poche et se laissa enivrer par la délicieuse odeur de fleurs de tagmate qui s'en dégageait. Siwak, j'ai tellement hâte de te retrouver et hâte de découvrir ton secret. Lorsqu'il arriva à l'esplanade des débutants, il n'y avait aucune trace de Siwak. Il était en avance, elle ne devrait plus tarder. Mais cela ne lui posait aucun problème. Après tout, il attendrait le temps qu'il faudra. Il se dirigea vers l'échelle et entama l'ascension vers la plateforme. Arrivé au sommet, il s'assit et contempla la vue. De là où il était, la magnifique héliopus se dressait devant lui. C'était là tout l'intérêt de cette tour, qu'elle puisse être visible de n'importe quel endroit de la cité. Cité qui lui semblait lointaine, car tout autour de lui s'étendait la forêt Peltok, et ses étranges mais gigantesques arbres tressés. Forêt qui devait son nom à un des lointains ancêtres du roi Balok. Elle comptait parmi les différentes merveilles que l'on pouvait rencontrer en territoire bleu, auxquelles venait s'ajouter le fleuve Astrée et ses eaux d'un vert émeraude, s'écoulant à perte de vue, marquant également la frontière avec les rouges. Il se disait même que cette eau, vertu curative et bienfaitrice, pouvait en partie expliquer l'incroyable espérance de vie dont jouissaient les bleus. À présent, il était temps pour lui de placer le bandeau et de respecter les engagements contenus dans la note. Mais avant cela, il se redressa et s'approcha du bord de la plateforme. Son esprit commença à vagabonder. Il s'imagina s'élançant dans le vide, une magnifique paire d'ailes se déployant et l'emmenant à travers les différents ciels, tournoyant, virevoltant. Mais tout cela n'était que pure imagination. S'il se jetait maintenant depuis la plateforme, il atterrirait à coup sûr lourdement dans la paille et rien de plus. Il aurait aimé pouvoir, comme tous les autres, se préparer à l'Agostine, faire ses premiers vols stationnaires. Au lieu de cela, il avait hérité d'une paire d'ailes atrophiée. Mais demain, il écrirait l'histoire. Demain, il ferait la démonstration d'un acte marquant dont tout le monde se souviendrait. Que même si l'on n'a pas les meilleures cartes en main, le plus important est ce que l'on en fait. Puis, tout en espérant que sa machine ne lui fasse pas défaut, il mit son bandeau, retira sa cape, exposant ainsi ce qu'il avait pris soin de cacher depuis plusieurs années, et s'assit, patiemment. Allez, abonne-toi et commente, c'est trop bien.